Un désir de jeunesse. La mauvaise humeur passa, pas la blessure qui resta intacte. Cet échec ne fut pas inutile. Il me donna matière à réfléchir. Je ne cessais de penser à Béatrice, non plus dans l'espoir d'en être aimée, j'étais trop meurtrie pour remettre en route cette machine à souffrir, mais pour tenter d'élucider l'énigme de sa conduite. D'autant qu'elle ne fit rien pour se justifier. Je ne reçus pas de nouvelles d'elle, ni lettres, ni messages d'aucune sorte. Elle s'était évanouie dans le silence. Cela fut l'occasion d'un examen de conscience. Avais-je des torts envers elle? J'avais beau me livrer à la plus sévère critique de mes faits et gestes depuis notre rencontre, je ne trouvais rien à me reprocher. Pourtant, j'étais expert en auto-dénigrement. Mais, en la circonstance, quel que fût mon désir de me flageller et de me condamner, force était d'admettre que pour une fois, peut-être la seule dans une vie amoureuse déjà longue et parsemée de petites vilainies, mon comportement se signalait par son honnêteté. Mais un doute affreux me traversait. N'était-ce pas justement dans cette honnêteté un peu niaise que résidait mon erreur? Pourquoi s'imaginer que les jeunes filles veulent être traitées comme des saintes ou des caissières? Peut-être ce respect n'était-il pas de mise avec elles? Ne m'eût-elle pas mieux considérée si je l'avais bousculée au lieu d'accumuler ces stupides et désuets préliminaires? L'amoureux et le tacticien, qui dans le succès amoureux ne font qu'un, s'affronter dans l'échec. Ils se donnaient réciproquement tort. Seule Béatrice détenait la clé qui me manquait. Et encore, je n'en étais pas certain. Savait-elle vraiment ce qui l'avait d'abord poussée à accepter cette invitation, puis à s'y soustraire? J'imaginais son débat intérieur. À quel instant précis avait-elle changé d'avis? Quelle image s'était présentée à son esprit qui soudain avait déterminé sa funeste décision? Pourquoi s'était-elle engagée aussi loin pour se rétracter aussi subitement? Parfois, je l'imaginais, sa valise prête ce fameux jour, soudain assaillie par le doute, hésitante, songeant à ce séjour dans la neige, au bonheur escompté, à la nuit dans le sleeping-car, mais retenue par un scrupule qui s'alourdissait de seconde en seconde. Puis, la résolution fulgurante qui la retenait de s'abandonner au plaisir. Et cet instant, encore instable, où la décision prise, elle balançait encore jusqu'à l'heure du départ qui l'avait enfermée dans ce choix. Le soir, avait-elle regretté sa défection, cette occasion manquée, cet amour tué dans ses prémices? Ou bien était-elle allée danser pour se distraire? Danser, flirter, et finir la nuit avec un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'aimait pas, qui la dégoûtait même, mais qui la traitait sans ménagement, brutalement. Oui, coucher salement avec un inconnu en s'enfonçant dans cette sombre jouissance que l'on éprouve à salir des instants purs dans la volupté du blasphème. Songeait-elle encore à moi? Souffrait-elle comme moi de cette incertitude qui si longtemps m'a habité? Quel eût été l'avenir de cet amour consacré dans les neiges? Eût-il duré? M'aurait-elle infligé d'autres souffrances pires que celles-là? 1000 chemins étaient ouverts, tous aussi stériles, mais que j'empruntais tour à tour. S'il est vrai que tout amour est plus imaginaire que réel, celui-ci se signalait par le contraste entre la minceur de ses épisodes concrets et l'abondance des songeries qu'il avait suscitées en moi. Il était tout mental. À la même époque, le hasard me mit entre les mains un joli petit livre doux et cruel de Meta Carpenter, qui fut le grand amour de Faulkner. Ce récit, plein de pudeur, de crudité, de feu et de désespoir, raviva ma blessure. Meta travaillait comme assistante d'Howard Hawks à Hollywood, lorsqu'elle vit débarquer le petit Faulkner dans son bureau avec son visage d'oiseau de proie. À court d'argent, il venait se renflouer en proposant d'écrire des scénarios. Il arrivait du Sud, élégant comme un gandin cérémonieux. Meta avait 25 ans, originaire du Mississippi elle aussi. C'était une jolie blonde, très à cheval sur les principes, qui vivait dans un foyer tenu par des religieuses. Tout de suite, l'écrivain l'invita à dîner. Elle refusa. Il battit en retraite d'une démarche titubante. Elle comprit qu'il était ivre. Faulkner revient souvent. Chaque fois qu'il voyait Meta, il renouvelait sa proposition. Chaque fois, il essuyait un refus. Cela devint même un jeu entre eux qui dura plusieurs mois. Un jour, Meta accepta. À la suite de quelle alchimie mentale, de quel combat avec ses principes, dont le principal était qu'une jeune fille ne sort pas avec un homme marié, elle-même l'ignore. Elle céda à un mouvement irraisonné. Au lieu de l'habituel et inexorable « Non, je regrette, monsieur Faulkner », elle répondit « Oui,
merci, j'en serais très heureuse. Ce dîner en entraîna un autre le lendemain, puis ils se virent chaque soir. À l'issue d'une de ces rencontres, elle finit par accepter de l'accompagner à son hôtel. Là, dans sa chambre, ils firent l'amour. Après, dans un accès de gratitude, il embrassa mes paupières, ma gorge, et me tint contre lui de toutes ses forces, comme s'il avait peur que je lui fusse arrachée. Meta est frappé par la force de ses pulsions sexuelles. Bill, l'homme maître de soi, distant dans la journée, était saisi d'un appétit dévorant. Le désir charnel le secouait comme un vent de tempête soufflait un arbre vigoureux. Plus tard, il lui écrira un commentaire d'un dessin érotique qui le représente, épuisé, après une nuit d'amour. Pour Meta, mon cœur, mon jardin de jasmin, mon con d'avril et de mai, ma toute blanche, mon matin blond, mon ailée, ma doucement ouverte, ma rassasiée de miel, ma fille au beau cul. Bill. Ainsi commença une longue liaison sensuelle, passionnée et douloureuse. Tous les 6 mois, dès qu'il avait terminé son travail de scénariste, Faulkner s'en retournait à Oxford dans le Mississippi, où il retrouvait sa femme et surtout sa fille Gill, dont il ne pouvait se passer. Meta l'attendait. Quand il revenait, elle se prenait à espérer qu'il romprait avec sa femme et l'épouserait. Sans doute y songea-t-il. Il restait ambigu. Je vous veux pour moi, pour toujours, mais je ne sais vraiment pas si c'est possible. S'il pouvait quitter sa femme, il ne pouvait se séparer de Gill. Finalement, ce fut toute sa famille et ses domestiques noirs qu'il installa à Hollywood, près de Santa Monica. Il venait de publier Absalom, Absalom, qu'il dédia à Meta, où qu'elle puisse être. Comprenant que Faulkner ne l'épouserait jamais, Meta se rapprocha d'un soupirant, Remner, un musicien qui la demanda en mariage. Elle finit par accepter. Faulkner tenta de l'en dissuader, sans vouloir pour autant quitter sa femme. Faulkner écrivit, tandis que j'agonise, sous le coup de la rupture. Sans doute, autant que le livre aurait-il pu lui dédier la fameuse phrase qu'elle contient. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Mais, au bout de 2 ans, le mariage de Meta commença à chavirer. Elle ne pouvait oublier Faulkner. Ils se revirent, vécurent ensemble à Hollywood, puis Meta revint avec Remner, qu'elle quitta à nouveau pour retrouver Faulkner. C'était l'époque où il recevait le prix Nobel. Leur amour devenait une fatalité. Il ne pouvait lui échapper, mais l'existence d'Estelle, la femme de Faulkner, les condamnait à vivre séparés. Meta espérait toujours. En Californie, sur le tournage d'un film, un télégramme mit fin pour toujours à ses espoirs. Faulkner était mort. Cette pathétique histoire d'un amour en marge ne me consola pas. Bill et Meta, eux au moins, avaient vécu. Ils s'étaient aimés, s'étaient fait souffrir. Mais que subsisterait-il de cette passion pour Béatrice restée dans les limbes ? Un vague à l'âme dédié à ce qui aurait pu être, une buée amoureuse qui s'efface. Dans toutes les déceptions qu'apporte l'amour, il reste au moins, même après l'expérience la plus cruelle, le sentiment d'avoir vécu. Tandis que cet amour sans consistance, sans concrétisation, avec son début, qui ne débouchait que sur le vide, me laissa un sentiment plus violent que la frustration. J'étais furieux, révolté. Au lieu de cette irritation due à une passion esquissée, comme j'eusse préféré devoir à Béatrice un vrai et lourd chagrin.